mai 1987, l'Union soviétique a lancé dans l'espace une plateforme laser de combat. Elle devait changer l'équilibre de la guerre froide. 8 minutes après le décollage, elle a brûlé dans l'océan Pacifique à cause d'une erreur de programmation d'une seule ligne. Ce n'est pas l'histoire la plus étrange de cette vidéo. Le 15 mai 1987, le lanceur Energia a décollé de Baïkonour. À son bord se trouvait un appareil appelé Polius, officiellement un satellite expérimental. En réalité, le prototype d'une plateforme de combat orbitale équipée d'un laser à dioxyde de carbone d'une puissance d'1 mégawatt, capable de détruire les satellites ennemis directement en orbite. L'Union soviétique le construisait en réponse au programme américain d'initiative de défense stratégique. En 1983, le président des États-Unis Ronald Reagan avait annoncé la création d'un bouclier spatial contre les missiles nucléaires. Le commandement soviétique n'y voyait qu'une seule interprétation. Les États-Unis voulaient pouvoir frapper les premiers sans en subir les conséquences. La réponse devait être Polius, une arme orbitale capable de détruire ce bouclier avant qu'il ne devienne opérationnel. Le développement s'est fait dans une urgence extrême. La construction de l'appareil a pris moins de 3 ans, soit 2 fois plus vite que le cycle habituel. Les composants provenaient des réserves de plusieurs programmes menés en parallèle. La coque venait du module de la station Mir 2, le système d'amarrage provenait d'un vaisseau de transport. Le bloc moteur venait d'un autre projet classifié. Polius mesurait 37 mètres de long et pesait environ 80 tonnes. Mikhaïl Gorbatchev s'est rendu en personne à Baïkonour. Selon le témoignage du concepteur en chef Youri Kornilov, il a explicitement interdit d'activer les systèmes de combat en cas de mise en orbite réussie, le risque de scandale diplomatique étant jugé trop élevé. L'appareil devait simplement atteindre l'orbite et démontrer la possibilité même d'un tel déploiement. Le lanceur Energia a fonctionné parfaitement. Polius s'est séparé au moment prévu à une altitude de 110 km. Ensuite, tout a mal tourné. L'appareil devait pivoter de 180 degrés pour que les moteurs se retrouvent dans la bonne position pour l'accélération. Il a entamé sa rotation. Il a dépassé les 180 degrés. Et il ne s'est pas arrêté. À cause d'une erreur dans le programme de commande, l'appareil a effectué une rotation complète de 360 degrés et est revenu à sa position initiale. Quand les moteurs se sont allumés, ils étaient orientés dans la mauvaise direction. Au lieu d'accélérer jusqu'à la vitesse orbitale, Polius a commencé à freiner. Quelques minutes plus tard, environ 80 tonnes de cette arme orbitale avortée sont entrées dans l'atmosphère et ont brûlé au-dessus de l'océan Pacifique. Le programme a été arrêté. Des éléments de sa structure ont ensuite servi à la construction de modules de la station Mir et de compartiments de la Station spatiale internationale. Zarya et Nauka portent en eux des éléments de cette arme orbitale qui n'a jamais vu le jour. En 1960, un défilé de blindés prometteurs a eu lieu sur le polygone de Kapustin Yar. Nikita Khrouchtchev est passé le long de la ligne des véhicules, s'est arrêté devant l'un d'eux et a interdit son adoption en service. Non pas parce qu'il ne fonctionnait pas, mais parce qu'il pesait 60 tonnes, alors que Khrouchtchev venait tout juste de fixer une limite à 37 tonnes. Le véhicule s'appelait Objet 279. Extérieurement, il ne ressemblait à aucun autre char au monde. La coque, moulée, en forme de goutte, était entourée d'écrans anticumulatifs sur tout son pourtour. La tourelle, hémisphérique et aplatie, était protégée par un blindage de 305 mm réparti uniformément sur toute sa surface. Sa silhouette rappelait une soucoupe volante montée sur chenille. Les ingénieurs de l'usine Kirov de Leningrad, sous la direction de Lev Troyanov, l'avaient conçu entièrement à partir de zéro, non pas comme l'évolution de véhicules existants, mais comme un projet radicalement nouveau. La particularité principale résidait dans le train de roulement. Au lieu de 2 chenilles, il en comptait 4, montées 2 par 2 sur des poutres longitudinales qui servaient en même temps de réservoir de carburant. Ce système excluait totalement l'échouage sur le ventre lors du franchissement d'obstacles verticaux. La pression au sol était comparable à celle d'un char léger. Avec une masse au combat de 60 tonnes, l'engin pouvait se déplacer là où un char lourd classique se retrouvait simplement bloqué. Le char était conçu pour opérer dans les conditions d'une frappe nucléaire. La forme en goutte de la coque déviait l'onde de choc. Un système de filtration et de ventilation
protégeait contre la contamination radioactive. L'objet 279 pouvait combattre sur un champ de bataille où tout le reste était déjà mort. Son armement se composait d'un canon de 130 mm, le M65, doté d'un chargement mécanisé. La vitesse de l'obus perforant atteignait 1050 mètres par seconde. À une distance de 2 km, l'obus perforait 245 mm de blindage. Les essais se sont déroulés avec succès. Le 22 juillet 1960, Khrouchtchev regardait cet engin et n'y voyait pas un char d'avant-garde, mais un vestige d'une doctrine dépassée. Il croyait aux missiles. Les chars, selon lui, n'avaient plus leur place dans la guerre moderne. Par un décret du 28 janvier 1961, tous les travaux ont été arrêtés. Le seul exemplaire conservé se trouve à Koubinka. Avant l'apparition du char T-80U, il était considéré comme l'un des chars les mieux protégés au monde, sans avoir pour autant un seul frère de Syrie. En 1992, des ingénieurs soviétiques ont achevé la mise au point d'un engin destiné à aveugler l'armée de l'Alliance Atlantique. À ce moment-là, l'Union soviétique n'existait déjà plus depuis un an. L'engin s'appelait un K-17 Chiatier. À première vue, c'était un véhicule ordinaire, basé sur l'obusier automoteur 2S-19 MSTA-S. Même train de roulement, même coque. Mais à la place de la tourelle d'artillerie, se trouvait une casemate blindée allongée, équipée de 12 projecteurs laser disposés sur 2 rangées. Un moteur générateur distinct, situé à l'arrière de la casemate, alimentait tout cet arsenal. Le développement avait commencé dès la fin des années 70. L'idée était radicale. Ne pas détruire physiquement les missiles et les véhicules ennemis, mais les priver de leur capacité à viser. Les impulsions laser grillaient les systèmes optiques et électroniques. Viseurs, caméras, capteurs de guidage. Un missile qui ne voit plus sa cible devient inutile. Un char sans viseur est aveugle. Les 12 lasers fonctionnaient simultanément sur des longueurs d'onde différentes. Cela rendait inutile n'importe quel filtre optique. Aucune protection ne pouvait couvrir toute la plage à la fois. Selon les services de renseignement occidentaux, la portée de destruction dépassait 10 km. Le Pentagone avait obtenu les plans grâce à des transfuges dès les années 80 et avait donné à l'engin le nom de code Stiletto. 2 prototypes ont été construits. Les essais ont confirmé le bon fonctionnement du système. La production en série devait débuter en 1992. En décembre 1991, l'Union soviétique a cessé d'exister. Le programme a été arrêté, jugé trop coûteux pour le budget de la Nouvelle-Russie. L'un des prototypes a été démantelé et transformé en ferraille. Le second a été conservé. Il se trouve au musée militaro-technique d'Ivanovskoï, sans ses projecteurs laser, démontés avant son transfert. En 1956, le Conseil des ministres de l'Union soviétique a signé un décret pour la création d'un avion qui ne se poserait peut-être jamais. Non pas parce que les ingénieurs n'avaient pas pensé à l'atterrissage, mais parce que le carburant lui serait tout simplement inutile. L'avion s'appelait Tu-119. Plus précisément, tout a commencé avec le Tu-95 LAL. Sur la base du bombardier stratégique de série Tu-95, un banc d'essai au sol équipé d'un réacteur nucléaire en fonctionnement a été assemblé en 1958 à Semipalatinsk. Le réacteur a ensuite été installé directement dans la soute de l'avion. De mai à août 1961, le Tu-95 LAL a effectué 34 vols, dont une partie avec le réacteur en fonctionnement à bord. L'équipage se trouvait alors juste à côté du cœur actif. L'objectif principal des essais était de vérifier la protection biologique du poste de pilotage. Au terme des essais, cette protection a été jugée suffisante. Il a été décidé de poursuivre les travaux. L'étape suivante devait être le Tu-119. Sur un Tu-95 modifié, il était prévu d'installer 2 moteurs NK-14A équipés d'échangeurs de chaleur qui seraient chauffés directement par le réacteur. Les 2 autres moteurs restaient classiques, de série. Un avion à propulsion nucléaire pouvait, en théorie, rester en vol indéfiniment, tant que l'équipage le supportait. L'objectif était la patrouille. L'avion devait survoler l'océan pendant des mois, en suivant les sous-marins américains porteurs de missiles balistiques.
Aucun atterrissage pour se ravitailler. Aucun aérodrome de déploiement avancé. Une présence continue dans les airs, tout simplement. Au début des années 60, tous les travaux sur les propulsions nucléaires pour avions ont été arrêtés, simultanément en Union soviétique et aux États-Unis, où un programme similaire était mené en parallèle sur la base du bombardier B-36. La raison officielle, en cas de catastrophe d'un avion avec un réacteur à bord, la contamination de vastes territoires serait inévitable. Personne n'a jamais tranché la question de ce qu'il fallait faire s'il venait à s'écraser. En 1963, les militaires soviétiques ont lancé un concours pour la création d'un bombardier stratégique supersonique porte-missiles. On s'attendait à ce que le bureau d'études Tupolev, spécialiste des bombardiers lourds, remporte la mise. Le bureau d'études Sukhoi et le bureau d'études Yakovlev avaient été invités pour donner l'apparence d'une réelle concurrence. Tupolev a perdu le concours. Le projet de Pavel Sukhoi a surpassé tous les autres sur le paramètre clé, la vitesse. La vitesse de croisière du T4 atteignait 3200 km/h, soit 3 fois la vitesse du son. À une telle vitesse, aucun système de défense anti-aérienne de l'Alliance Atlantique n'aurait eu le temps de réagir. La cellule était faite de titane et d'acier, car l'aluminium n'aurait tout simplement pas résisté à une telle chaleur. Pendant le développement, les ingénieurs du bureau d'études ont obtenu 600 brevets d'invention. La partie avant du fuselage s'abaissait au décollage et à l'atterrissage. En vol, elle se relevait, et l'équipage perdait alors toute visibilité à travers le vitrage, car à 3 fois la vitesse du son, la verrière du cockpit aurait fondu. Les pilotes ne pilotaient l'appareil qu'aux instruments. Un périscope permettait d'observer l'espace devant l'appareil. Le 22 août 1972, le T4 a effectué son premier vol. Les essais se sont déroulés avec succès. Les militaires ont commandé 250 appareils. C'est alors que le bureau d'études Tupolev est intervenu. L'usine aéronautique de Kazan, seul site capable de produire le T4, appartenait à Tupolev. Le ministre de l'Industrie aéronautique Demantiev a déclaré ouvertement que, tant qu'il serait en vie, aucun métal noir ne serait produit à l'usine de Kazan. Tupolev a proposé, à la place du T4, une modernisation légère de son bombardier Tu-22, laquelle s'est finalement transformée en un tout nouvel avion, le Tu-22M. En janvier 1974, les travaux sur le T4 ont été suspendus. Le 19 décembre 1975, ils ont été officiellement arrêtés par un décret du gouvernement. Pavel Sukhoi est mort en septembre de la même année, sans jamais avoir obtenu de réponse claire sur les raisons de l'arrêt de son avion. Le seul exemplaire ayant volé est conservé à Monino. Hiver 1941-42. L'armée rouge perdait des chars plus vite qu'elle ne parvenait à en construire. Les ingénieurs de l'usine Kirov de Tcheliabinsk, sous la direction de Joseph Kotin, ont proposé une solution. Si les chars manquaient, que chacun d'eux tire 2 fois plus. C'est ainsi qu'est né le KV-7. Ce n'était pas une tourelle, mais une casemate blindée fermée montée sur le châssis du char lourd KV-1, dans laquelle, au lieu d'un seul canon, on en avait installé 2 à la fois. Des canons jumelés de 76 mm de l'usine Staline. Les 2 étaient pointés simultanément et tirés de façon synchronisée. L'idée paraissait simple, un seul engin, une puissance de feu doublée. Les essais ont révélé un problème. Quand les 2 canons tiraient ensemble, le recul cumulé était tel qu'il faisait perdre le pointage de l'ensemble du système. Toucher quoi que ce soit après une salve devenait pratiquement impossible. Le système exigeait un repointage complet à chaque fois. Les ingénieurs ont mis au point une seconde version avec une configuration modifiée. En avril 1942, elle a été soumise à des essais de tir. Le recul était moindre, mais l'engin n'a jamais démontré de supériorité décisive sur le KV-1 de série. Face à la pénurie critique de chars sur le front, on a renoncé à consacrer des capacités de production à cette expérimentation complexe. Le KV-7 n'a pas été adopté en service. L'unique prototype a été découpé en ferraille à la fin de 1943, avec plusieurs autres véhicules expérimentaux. Mais le travail effectué n'a pas été perdu. En s'appuyant sur l'expérience du KV-7, les ingénieurs de la même usine
ont conçu et construit en 25 jours le canon automoteur Su-152, doté d'un obusier de 152 mm, qui est devenu en 1943 la seule pièce d'artillerie soviétique capable de détruire le char lourd allemand Tigre à des distances de combat normales. En 1960, les États-Unis ont mis en service le missile balistique Polaris pour leur sous-marin nucléaire. La marine soviétique a immédiatement fixé un objectif: trouver un moyen de détecter et de détruire ces submersibles avant qu'ils n'aient le temps de tirer. Robert Bartini s'est chargé d'y répondre. Bartini était un aristocrate italien, communiste et concepteur d'avions. Son véritable nom était Roberto Oros di Bartini. Né en Autriche-Hongrie, séduit par les idées communistes, il a émigré en Union soviétique en 1923 et a conçu des avions jusqu'à la fin de sa vie pour le pays qu'il avait lui-même choisi. On le surnommait le Baron Rouge. En 1938, il a été arrêté et envoyé dans une Charachka, un bureau d'études fermé de type carcéral où des ingénieurs prisonniers continuaient à travailler sous surveillance. Bartini y a passé 10 ans, juste à côté de Tupolev, qui travaillait à la planche voisine. En 1965, Bartini a proposé un projet sans équivalent au monde. Le VVA-14 était un hydravion amphibie à décollage vertical doté de 14 moteurs. L'appareil devait pouvoir décoller directement depuis l'eau sans course, atteindre une vitesse de 760 km/h en régime de croisière normale et, si nécessaire, passer en mode aéroglisseur à effet de sol, glissant à quelques mètres au-dessus de la surface, invisible pour les radars. Sa construction était sans précédent. Un immense caisson central portait 2 moteurs de propulsion sur le dessus. Sur les côtés se trouvaient des flotteurs gonflables de 14 mètres de long, escamotables dans le fuselage en vol. 12 moteurs de sustentation assuraient le décollage vertical. Le train d'atterrissage provenait du bombardier Tu-22. L'avion fut surnommé le Zmei Gorinich. Vu du sol, il ressemblait à une créature à 3 têtes dotée de petites ailes. Le 4 septembre 1972, l'appareil a décollé pour la première fois. De 1972 à 1975, le VVA-14 a effectué 107 vols pour un total de 103 heures de vol. Les essais ont confirmé les caractéristiques calculées, mais les 12 moteurs de sustentation destinés au décollage vertical n'ont jamais été installés. Le bureau d'études de motoristes de Rybinsk n'était pas parvenu à les développer dans les délais. En décembre 1974, Bartini est mort. Après sa mort, le projet a perdu l'homme qui, à lui seul, tenait ensemble des ingénieurs venus de dizaines d'organisations différentes. On a tenté de transformer l'appareil en aéroglisseur à effet de sol. Les essais ont échoué. En 1976, le programme a été arrêté. Tous les équipements ont été retirés de l'appareil, qui a été remorqué jusqu'à Monino, où sa coque, sans aile ni moteur, se trouve encore aujourd'hui. La marine soviétique ne voulait pas seulement repérer les sous-marins américains, elle voulait les détruire directement en mer, rapidement, à grande vitesse, sans préavis. C'est pour cela qu'a été construit le Loon. Le Loon était un navire qui volait. Sa longueur atteignait 73 mètres. Sa masse au décollage était de 400 tonnes. 8 réacteurs installés sur un pylône avant propulsaient de l'air sous l'aile, créant un coussin d'air. À une hauteur de 2 à 5 mètres au-dessus de la surface de l'eau, le Loon atteignait une vitesse de 500 km/h, plus rapide que n'importe quel navire de guerre au monde. À quelques mètres d'altitude, il restait invisible pour les radars de navires réglés pour détecter des cibles aériennes. Son armement se composait de 6 conteneurs de missiles anti-navires Moskit installés sur le dos du fuselage. Chaque missile emportait 150 kg d'explosifs et fonçait vers sa cible à une vitesse 2,5 fois supérieure à celle du son. Le Loon était conçu pour détruire des porte-avions. Le premier et unique navire de la série a été mis sur cale en 1983 à l'usine Volga de Gorky. Il a été mis à l'eau le 16 juillet 1986. Les essais d'état se sont achevés le 26 décembre 1989. Au cours de ces essais, pour la première fois au monde, un tir de missile de bord a été effectué depuis un appareil en mouvement, à une vitesse d'environ 500 km/h. Il était prévu de construire 8 engins de ce type. L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 a tout arrêté. Le Loon a été mis en conservation dans la cale sèche de l'usine Dagdizel à Kaspiysk.
Toute l'électronique secrète a été retirée et entreposée. Pendant près de 30 ans, l'engin a rouillé dans sa cale. En 2020, 3 remorqueurs et 2 vedettes l'ont tiré pendant 14 heures à travers la mer Caspienne jusqu'au rivage de Derbent, où il se dresse désormais comme un monument. En 1981, le Bureau d'études de construction mécanique de Kharkov a entamé le développement d'un char destiné à remplacer toute la génération alors existante de blindés soviétiques. L'engin fut appelé Objet 490A. Son surnom officieux était Buntar. L'idée principale était l'isolation de l'équipage. 2 membres d'équipage étaient installés dans un compartiment blindé de la coque, physiquement séparé des munitions et du compartiment moteur. Le canon était placé à l'extérieur de la tourelle blindée, ce qui réduisait la silhouette et permettait d'engager des cibles sous des angles importants. En cas de perforation de la coque et de détonation des munitions, des panneaux d'éjection situés dans le toit et le plancher du compartiment dirigeaient l'explosion vers l'extérieur, laissant l'équipage en vie. Le blindage comptait 5 couches d'acier séparées par 4 couches de céramique. Le toit avait été délibérément renforcé au-delà de la norme, les ingénieurs ayant conçu le char en tenant compte des tirs d'artillerie plongeants et des attaques par le haut. Un moteur d'une puissance de 1500 chevaux, pour une masse au combat de 48 à 50 tonnes, offrait une puissance spécifique de 31 chevaux par tonne. Sur route, l'engin atteignait une vitesse de 75 km/h. 2 maquettes roulantes ont été construites. Aucune d'elles n'a eu le temps de passer aux essais de tir. En 1984, les militaires ont exigé d'augmenter le calibre du canon de 125 à 152 mm. Cela a nécessité une refonte complète de la configuration. Le projet s'est transformé en un nouvel engin, l'Objet 477. L'Objet 477 n'a pas non plus été adopté en service. L'Union soviétique a cessé d'exister avant qu'aucun de ses chars n'atteigne la production en série. Le concept d'équipage isolé et de canon déporté que les ingénieurs de Kharkov avaient développé au début des années 80 a été concrétisé dans le char russe Armata, plus de 30 ans plus tard. En 1951, les troupes aéroportées soviétiques ont reçu un engin destiné à résoudre l'un des principaux problèmes des parachutistes. Comment détruire les chars ennemis quand on ne dispose de rien de plus lourd qu'une arme d'infanterie? L'engin s'appelait l'ASU-57, un canon automoteur aéroporté. Il pesait 3 tonnes et demie. À titre de comparaison, un char moyen de l'époque pesait 30 à 40 tonnes. L'ASU-57 était si léger que son moteur n'était autre qu'un moteur automobile ordinaire de la Pobieda. 4 cylindres, 50 chevaux. Sa coque était soudée à partir de plaques d'acier et d'aluminium de 4 à 6 mm d'épaisseur. Ce n'était pas un blindage, mais une simple protection contre les éclats et les balles d'armes légères. N'importe quelle mitrailleuse lourde la transperçait de part en part. La casemate était ouverte sur le dessus. L'équipage de 3 hommes, conducteur, tireur et chef de véhicule, se trouvait à découvert au combat. Son armement se composait d'un canon de 57 mm, le TC-51, avec une dotation de 30 obus. En revanche, elle volait. C'était là tout le sens de sa conception. L'ASU-57 est devenu le premier canon automoteur au monde à être largué en parachute. Au départ, elle était suspendue dans des conteneurs sous les ailes du bombardier Tu-4 à raison de 2 engins par avion. Plus tard, avec l'arrivée des avions de transport Han-8 et Han-12, l'engin a été parachuté sur une plateforme à voilure multiple. L'équipage, lui, sautait séparément et devait ensuite retrouver son véhicule au sol. Tout au long des années 50, l'ASU-57 est resté le principal blindé des troupes aéroportées soviétiques. Elle a participé à des exercices avec emploi réel d'armes nucléaires sur le polygone de Semipalatinsk. En 1968, des ASU-57 sont entrés en Tchécoslovaquie aux côtés des parachutistes soviétiques. Sur le papier, elle était pourtant répertoriée comme un canon automoteur anti-char. Or, ce même canon de 57 mm ne perçait plus, à la fin des années 50, le blindage frontal d'aucun char moderne de l'Alliance Atlantique. Les militaires le savaient. Le développement de son remplaçant, l'ASU-85, doté d'un canon de 85 mm, avait débuté dès 1951
en parallèle de l'entrée en service de l'ASU-57. L'ASU-57 a été produite jusqu'en 1962. Elle a été retirée du service au milieu des années 80. Pendant plus de 30 ans, les parachutistes soviétiques ont sauté d'avion aux côtés de leurs canons automoteurs, sachant qu'en cas de rencontre avec un char, ils n'auraient presque aucune chance. Si l'histoire des matériels militaires oubliés vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Dans la prochaine vidéo, 10 autres engins dont on ne parle pas volontiers.